Très bien. Tu peux y aller? Oui, bah là, on va y aller. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes les développeuses et développeurs, lectrices, lecteurs de programmés. Oui, bah là, on va y aller. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous. Voilà. Désolé, il y a eu un mauvais retour son. Donc, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pour continuer notre saison de Meetup, alors là, c'est un Meetup un petit peu spécial parce qu'il n'était pas prévu au programme, mais c'est tant mieux aussi d'avoir quelques surprises. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Thierry, qui va être l'intervenant de ce soir, voilà, et vous verrez qu'il a derrière lui, enfin à côté de lui, une machine un petit peu bizarre, et vous allez savoir dans quelques minutes de quoi on va parler. Tout simplement, on va parler de la fameuse machine de Turing. Donc Turing, si vous ne connaissez pas vos bases d'histoire de l'informatique, Turing, c'est quand même l'un des pères, le père de la de l'informatique moderne, plutôt, on va dire. Et les bases qu'il a définies dans les années 30 et même années 20 servent encore aujourd'hui à définir ce qu'est qu'un micro-ordinateur des temps modernes. Donc tout d'abord, nous remercions évidemment tous nos partenaires, la manufacture CACD2, la société OSA6, SoftFluent, les .NET Rangers, qui est une communauté de développeurs haut de gamme .NET Azure Windows, et notre partenaire média avec qui on travaille assez étroitement, ZDNet. Alors ce soir, donc dans ce meet-up un petit peu spécial, je vais laisser la parole dans quelques minutes effectivement à Thierry Delattre, qui va nous présenter sa machine de Turing et le concept de machine de Turing. Alors juste un petit rappel, programmé, si vous ne connaissez pas, on existe depuis 23 ans, magazine, écrit par et pour les développeurs, donc format papier, PDF, kiosque, abonnement, avec un gentil tarif pour les étudiants. Et si vous voulez partager votre expérience, vos connaissances, n'hésitez pas à proposer vos rex et vos articles techniques en m'écrivant à ftonic@programmer.com. Pour l'histoire de la micro-informatique, on a sorti les 3 volumes actuels de notre histoire de la micro-informatique, qui sont disponibles sur programmer.com, et le petit magazine qu'on édite aussi, Technosaur, donc sur toutes les technologies et les micro-ordinateurs entre les années 1970 et les années 2000. Le petit nouveau dans la série Inside, donc on a sorti il y a quelques semaines Inside C#, donc c'est un petit magazine directement accessible sur Amazon, parce que c'est un magazine qu'on imprime vraiment à la demande. Donc si vous voulez la version papier, il suffit de vous connecter sur votre compte Amazon, sur le site Amazon, de taper Inside C# et vous pouvez le commander en direct et vous le recevrez tout beau, tout frais en quelques jours. Alors, ça, je vais y revenir juste aussi à la conclusion de ce meet-up. Beaucoup de choses en juin. Donc déjà, le 10 juin, un meet-up spécial à 11h avec les meilleurs experts de MariaDB. Et on va parler de SQL distribué et les évolutions que l'on va avoir autour de MariaDB Expand. 24 juin, à 11h aussi, les développeurs et la sécurité dans le code source, donc très très bon meet-up avec les experts de Checkmarx, et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à dire et comment on fait du Secure by Design. Et enfin, nos meet-up dans la vraie vie, oui, on va reprendre nos meet-up dans de vraies salles, avec de vraies chaises, avec de vraies pizzas, avec de vrais gens en face de nous, dès le 22 juin chez la société Envivo à La Défense, où on va vous raconter la folle histoire du PC, de la naissance du projet Cheese, jusqu'à la chute finale de Compaq, et vous verrez que l'histoire du PC n'est pas celle que l'on croit. Donc à partir de 18h30 à La Défense. Et enfin, on va conclure notre saison de meet-up le 29 juin avec un double meet-up dans les locaux de WeWorks, rue de Lafayette à Paris. On va parler de bonnes pratiques agiles et de programmation fonctionnelle
Début à 17h, ouverture des portes à 16h30. Vraiment un meet-up exceptionnel. Donc là, pareil, dans une vraie salle et avec de vraies pizzas. Donc, tous les détails sur programmer.com et sur meetup.com sur notre page programmée. Voilà, donc ça, je vous rappellerai ça tout à l'heure et je vais laisser la parole. Alors, juste aussi en 30 secondes, n'oubliez pas aussi l'heure du dev. Donc, c'est une émission que nous faisons avec l'équipe technique et avec la société Excelsior. Donc, n'hésitez pas à la voir sur notre chaîne YouTube. Sur YouTube, donc l'heure du dev, c'est 1 heure de live coding et de questions techniques pour les développeurs. Et nous laissons la parole effectivement à Thierry. Thierry, je vous laisse la parole pour à peu près 1 heure, 1h10, à la découverte de la fameuse machine de Turing. Alors, je vais vous faire je vais ajouter, voilà, et je vous laisse la parole. Et moi, je me mets en mute et j'interviendrai si on a des questions. Alors, je rappelle aussi que le chat, il est aussi accessible. Donc, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Merci et bonne découverte de la machine de Turing. Thierry, je vous laisse la parole. Très bien. Merci beaucoup, François. Très bien. Alors, en fait, j'ai découvert ce concept de machine de Turing il y a un peu plus de 4 ans, en mars, dans le cadre de la semaine des mathématiques, où il y avait un ancien professeur agrégé de maths qui, à la demande de son fils, professeur agrégé de maths, parce que lui, il était retraité, donc il avait le temps, donc il a fait ça pour son fils, a créé ce qu'on appelle une machine de Turing. Et dans le cadre de cette semaine des mathématiques, j'ai pu voir son dispositif, parce qu'il a fabriqué le dispositif. Alors, vous l'avez peut-être entendu parler, ce dispositif, c'est le dispositif d'un certain Marc Reynaud, et c'est un dispositif électromécanique. Donc, j'ai découvert ce concept-là que je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas que le principe de machine de Turing, en fait, c'était tout simplement, c'est le fondement de la science informatique. Et bon, alors c'est la machine de Turing. Alors évidemment, Turing, c'est le nom de ce mathématicien anglais. Je vais vous en reparler un petit peu après. Et en fait, c'est le concept qui est vraiment, on peut dire que Turing est le père de la science informatique, ou même le père de l'informatique, parce que certes, les ordinateurs d'aujourd'hui n'ont pas été créés que par Turing. Il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de gens de par le monde. Mais malgré tout, les ordinateurs tels qu'on les connaît aujourd'hui, en fait, ce sont des machines de Turing. Alors, je vais vous expliquer un petit peu après qu'en fait, il y a 2 sortes de machines de Turing. Il y a les machines de Turing, on va dire point machine de Turing classique, initiale, comme celle que je vais vous présenter. Et puis, Turing a été plus loin, puisqu'il a défini ce qu'on appelle une machine de Turing universelle. Et les machines de Turing universelles, une machine de Turing universelle, c'est un ordinateur. En fait, un ordinateur, votre ordinateur, c'est une machine de Turing universelle. Alors, j'expliquerai, franchement, oui, je vais avoir le temps, vous expliquer ce que c'est qu'une machine de Turing universelle. On va commencer d'abord simplement avec cette machine que j'ai créée. Voilà, alors, bon, la voici, elle est en fonctionnement actuellement en run. Elle est en train d'exécuter ce qu'on appelle un algorithme, c'est un programme. Voilà. Alors, au départ, moi, j'ai fait un dispositif. Alors, je suis de formation électronicienne, je suis un ancien professeur d'électronique, on va dire. Et en fait, moi, des dispositifs dits machines de Turing, il y en a eu plein qui ont été créés de par le monde, des dizaines. Mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de création de dispositifs qui soient facilement reproductibles et puis qui puissent donc, du coup, être fabriqués en série et puis après être mis aux mains de jeunes élèves, par exemple, on va dire. Et moi, comme je suis un ancien prof et que j'aime bien la pédagogie, je voulais que ce concept que je trouve vraiment formidable, je voulais qu'il soit connu des élèves, en fait, parce que c'est quand même un fondement important de l'informatique. Pour moi, c'est incontournable. Je ne comprends pas qu'on n'insiste pas davantage là-dessus dans les programmes scolaires. Donc voici ce que j'ai réalisé. Alors au départ, alors ça c'est une version de série. Alors je tourne, je le mets un peu plus, comme ceci. Voilà, avec son alim, 12 volts. Voilà, ça fait un peu borne d'arcade comme dans le temps. Vous voyez, voilà. Et puis, alors ça c'est une version de série. Alors bien sûr j'ai fait un prototype. Et puis j'ai la chance de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille dans une usine. Et puis qui ont pu me le reproduire, mon prototype, en version de série. Donc là je vais l'arrêter pour pas perturber la présentation.
Alors, je vous montre déjà tout de suite qu'en fait, l'algorithme peut être exécuté à différentes vitesses, hein. Il y a un bouton de réglage de vitesse. Ici, je l'ai mis à fond. Voilà. Alors ça, c'est un algorithme d'animation lumineuse, tout simplement, que j'ai appelé ping-pong, hein, parce que ça me fait penser un petit peu à un ping-pong, hein, tout simplement. Et donc là, il est en run, et puis je vais l'arrêter. Voilà. On va revenir là-dessus après, je vais vous expliquer comment on utilise ce dispositif. Mais avant de commencer, eh bien, on va faire un petit flashback en arrière. Je vais vous présenter un petit peu qui est quand même le père de l'informatique, hein, c'est Alan Turing. Et puis après, on va passer sur cette machine progressivement. Alors, Alan Turing, je vous montre ici sur PowerPoint, c'est ce monsieur. Alors, c'est une photo extrêmement connue d'Alan Turing. Et puis, voilà, alors c'était un mathématicien anglais. Alors, il est connu parce qu'il y a eu un film aussi, hein, qui est passé au cinéma, entre autres, qui s'appelait Imitation Game, qui retrace son épopée. Et en particulier, dans ce film, eh bien, c'est surtout la période de sa vie où il a réussi avec son équipe, hein, c'est lui qui a trouvé le principe d'une machine qu'on appelle la bombe, et qui permet de décoder les codes chiffrés allemands pendant la guerre. Voilà. Et alors, c'était la machine qui s'appelait Enigma. Et lui, il a réussi à décoder ça. Et grâce à ça, eh bien, ça a permis de décrypter forcément les messages allemands et du coup de déjouer les Allemands, en fait. Et puis, donc forcément, ça a permis de donner l'avantage à l'Angleterre et à ses alliés et de raccourcir la guerre de plusieurs années et donc d'épargner évidemment énormément de vies, hein. Donc ça, c'est une contribution majeure d'Alan Turing. Et puis après, il y a aussi évidemment ce concept de machine de Turing qu'il a trouvé. Alors, en 1936, justement, en fait, au départ, Turing n'a pas... Enfin, l'idée, c'était, en fait, c'était un mathématicien. Et puis, il y avait un sujet de mathématiques, à l'époque, sur lequel travaillaient des grands chercheurs en mathématiques, comme Hilbert, sur ce que c'est que les fonctions calculables. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais c'est un peu compliqué. Et donc, Turing, il s'est surtout penché sur la question pour essayer de déterminer les catégories de fonctions calculables de celles qui ne le sont pas. Et il s'est dit, pour savoir si une fonction est calculable, en fait, au départ, il s'est dit, est-ce que nous, on saurait la calculer? Et est-ce qu'une machine, parce qu'en plus aussi, à l'époque, ils voulaient aussi chercher des machines pour nous remplacer, nous, dans les calculs. Et donc, il s'est dit, une machine, comment elle ferait pour calculer? Elle ferait comme nous. Quand on apprend à l'école comment on fait une addition, une multiplication, etc., on nous donne le principe, puis après, on le fait et finalement, on fait un algorithme. Donc, avec une feuille et un papier. Et donc, lui, il a voulu reproduire ça et il a réussi à trouver, dans cet article de 1936, il explique, alors l'article, c'est marqué Uncomputable Numbers with an application to the Entscheidungs problem, c'est-à-dire sur les nombres calculables avec une application au problème de l'arrêt, c'est le problème de l'arrêt des programmes, en fait. Alors, sans qu'il le sache, parce que lui, Turing ne savait pas que ça allait donner naissance à l'ordinateur d'aujourd'hui, hein. Bon, en fait, il a rien fabriqué, il a juste mis sur le papier ce concept. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pour qu'une machine soit capable de calculer des fonctions, alors dans cet article de 1936, il décrit sa machine. Donc, il dit, voilà, une telle machine, elle doit contenir un ruban. Alors, c'est un concept, hein. Donc, il dit c'est un ruban de longueur infinie, pourquoi pas, hein. Et puis sur ce ruban, donc comme il a une longueur infinie, il y a une infinité de cases. Ici, voici un ruban avec les cases dans lesquelles il y a des symboles. Alors, c'est aussi tout un vocabulaire, hein. Ici, il y a les symboles 0, 1, et même il y a des cases vides qui peuvent servir par exemple de séparateurs. Ce qui fait que finalement, sur ce ruban, il y a 3 combinaisons. Soit 0, soit 1, soit vide. Alors, quand c'est comme ça, quand il n'y a rien d'autre que ça comme symbole, bien on dit que c'est un ruban à 3 états, donc c'est une machine à 3... pardon, je me suis trompé. Il y a 3 symboles, donc c'est une machine à 3 symboles. Bien. Alors après, on peut étendre le concept, on peut très bien imaginer que sur le ruban, il n'y a que 2 symboles. Par exemple, ici, 0 et 1. Ça existe, hein, c'est une machine binaire. Mais sinon, on peut aussi imaginer des machines avec plus de symboles. Par exemple, ici, 5, 8, 1, 4, etc. etc. Hein. Voilà. Alors, après, on peut même avoir les symboles, ils peuvent être des chiffres, mais ils peuvent être aussi des lettres. Vous voyez, ici, j'ai mis Alan Turing, pourquoi pas. Ça peut même être des logos, des dessins, peu importe, du moment que c'est des symboles qui sont différents les uns des autres. Alors,
voici une photo de la machine. Alors, je vous montre cette photo parce que, en fait, quand vous regardez la machine en vrai, comme ici l'image passe par la caméra CCD de mon ordinateur, eh bien, c'est pas comme quand on regarde à l'œil nu. Quand on regarde à l'œil nu, on voit les LED fixes. Voilà, il y a une persistance rétinienne. Tandis que quand on regarde avec sur votre ordinateur avec la caméra CCD, là, ça fonctionne différemment. Et en fait, on voit un petit scintillement qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc, c'est juste entre parenthèses pour vous dire que en vrai, on a l'impression que tout est fixe, quoi, comme sur la photo. Alors moi, dans cette machine, combien y a-t-il de symboles? Alors au départ, quand j'ai fabriqué cette machine, c'était une machine à 3 symboles. 0, 1 et case vide. Parce que quand j'ai vu la machine électromécanique il y a 4 ans, ben, c'était le cas. C'était une machine à 3 symboles. Et moi, au début, je connaissais pas bien tout ça, et je pensais que toutes les machines de Turing étaient des machines Turing à 3 symboles, qui étaient 0, 1 et case vide. Donc du coup, j'ai construit la même chose que ce que j'ai vu en mécanique, je l'ai reproduit en électronique. Sauf que, au fur et à mesure de mes connaissances, eh bien, je me suis rendu compte que je pouvais transformer ma machine et faire en sorte qu'elle puisse aussi être une machine à 8 symboles. Alors, par exemple, ici, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 symboles. En fait, la machine, elle fait deux. Elle fait les deux. Je vous montrerai après comment on passe de l'une à l'autre. On peut faire des algorithmes uniquement avec 3 symboles ou des algorithmes avec 8 symboles. Et c'est beaucoup plus puissant. Bien. Alors, ça, c'est une première chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Turing? Alors, on va prendre par exemple l'exemple du ruban à 3 symboles. Il a dit non seulement il y a ce ruban, alors en fait, ce ruban, en fait, c'est la mémoire dans l'ordinateur. Hein. Aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est les mémoires RAM. Hein. Voilà. Alors, il y a ça, et puis après, il y a ce petit élément que j'ai mis en bleu. C'est une tête de lecture et d'écriture. Cette tête, elle est au-dessus d'une case, et puis elle peut lire le contenu qui est écrit dans cette case. Ici, c'est 0. Et elle peut même écrire ce qu'il y a, elle peut remplacer le contenu de la case, en fait. Hein. Voilà. Alors, par exemple, vous voyez ici, il y a 0, mais si le programme lui dit, ben, à un moment donné, écrit 1, tac, il y a 1. Donc, c'était 0, écrit 1. Et si après on lui dit écrit 0, hop, on revient à 0. C'est une tête de lecture et d'écriture. Et cette tête, en plus, elle peut se déplacer de case en case. Elle peut aller à droite, elle peut aller à gauche. À droite, à gauche. Ça, c'est le programme d'algorithme qui lui dit tant qu'est-ce qu'elle doit se déplacer. Alors, elle se déplace toujours que d'une seule case à la fois. Bah oui, c'était les premiers concepts. Aujourd'hui, c'est différent dans les ordinateurs de maintenant, mais à l'époque, c'était que d'une seule case à la fois. D'accord? Droite, gauche. Bien. Alors, il y a ça, et ensuite, il y a aussi un état. Alors, cette tête de lecture, elle est dans un certain état. Qu'est-ce que c'est qu'un état? Bah, ici, j'ai mis le chiffre 5, mais ça peut être aussi une lettre. Par exemple, on peut mettre E, peu importe. D'accord? Bien. Alors, revenons. On va prendre un chiffre parce que c'est plus facile. Alors ici, actuellement, la tête est dans l'état numéro 5 et puis elle lit la case qui est en face, elle lit le chiffre 1. Alors je vais vous montrer qu'est-ce que c'est qu'une instruction qu'on va donner à la machine. Bien, toutes les instructions sont basées sur la même structure. On va lui dire, par exemple, si tu es, vous voyez ici, cette représentation ici en bas à gauche, ça s'appelle un graphe de fluence. On va lui dire, si tu es par exemple à l'état numéro 5, comme c'est le cas actuellement, et que, alors, à un moment donné, elle va transiter de l'état numéro 5 à l'état numéro 12 dans l'exemple. Bien. On lui dit, si tu es dans l'état numéro 5, est-ce que si tu lis la valeur 1, après il y a 2 points, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Alors, 3 choses. Tu écris 0. Alors, vous voyez ici, regardez dans la case, tac, 0. Ensuite, tu vas à droite. Attention, la tête va se déplacer à droite, tac. Et ensuite, tu vas à l'état 12, et regardez, le 5 va se transformer en 12, tac, 12. D'accord? Voilà. Donc finalement, il y a à partir d'un numéro initial qui était 5 et à partir d'une valeur lue sur le ruban, eh bien on lui indique 3 choses. Ce qu'elle doit écrire, le déplacement éventuel, elle n'est pas obligée de bouger, et puis l'état dans lequel elle doit aller. Alors ça peut être aussi le même qu'avant. Elle peut rester à l'état 5, hein, pourquoi pas. Ça, c'est une représentation classique. Et puis, dans le cadre de ce projet que j'ai fait moi, eh bien je représente ça sous une autre forme parce que c'est plus facile pour des élèves. En fait, il y a l'équivalent ici à droite. Quand on est à l'état initial numéro 5 et qu'on lit la valeur 1, eh bien, on met 0, on va à droite et on va à l'état numéro 12. C'est une autre représentation. D'accord? Alors, comme il y a 3 symboles possibles, moi, en fait, chaque case sera matérialisée par une colonne de 3 lettres. Il y aura une lettre orange, une lettre verte et une lettre rouge. Et pour chaque couleur, on dit ce qu'on fait comme action. Voilà. Voilà. Alors là, on va quitter le PowerPoint. Je vais vous montrer en vrai
ce que ça donne sur la machine qui est là. Et puis je vais vous expliquer le principe. Hein. Voilà. Alors le premier algorithme, en fait, même si on essaie de l'effacer, on ne peut pas parce qu'il est implanté en dur dans le code. C'est comme s'il était d'usine dedans. Alors le programme numéro 1. Alors il y a des programmes comme ça sur la machine ici à droite, plus, moins. Là c'est le programme 1, programme 2, programme 3, etc. Programme ou algorithme, hein, c'est pareil. Alors on peut aller comme ça alors on peut en marche arrière, ça va de 1 à 30. Alors je vous explique tout de suite, il y a 3 séries de 10. Donc en fait, les états de la machine, donc la partie où on saisit l'algorithme, il est ici en bas. Ici, c'est l'état initial. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors après 6, on revient à 1. Le maximum, c'est 6. Pareil pour le programme 2. Le maximum, c'est 6. 4, 5, 6. Bon. Et puis ça, ensuite, on lui dit si par exemple, tu es à l'état 6 et que tu vois une lettre orange, ou alors si tu vois une lettre, si c'est écrit une lettre verte ou si c'est écrit une lettre rouge, alors ça, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'elle va lire ici en haut. En réalité, dans la partie du haut, il y a 16 colonnes de 3 LED chacune, et ça matérialise le ruban de Turing à 3 symboles. Alors, voilà. Alors ici, j'ai une petite lettre bleue qui représente la position de la tête de lecture-écriture. Je peux la mettre plus à gauche ou plus à droite. Une fois que je suis positionné sur une colonne, je peux choisir la couleur. Orange, vert, rouge. Alors, on peut très bien imaginer que ça remplace la case vide, que ça, c'est le 0 et ça, c'est le 1, par exemple. D'accord? Voilà. Donc, on lui dit à chaque fois, par exemple, à tel état, si tu lis telle couleur, par exemple, si tu as l'état 6 et que tu lis la couleur vert, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire comme action? Ben, par exemple, tu vas mettre du rouge. Donc, si c'est le cas, la machine toute seule, quand elle sera en run, elle va faire ça. Si ensuite on lui dit, alors là, c'est la direction, il y a une flèche. Gauche, droite, rien. Si on lui dit, par exemple, ensuite tu vas à droite, et bien, une fois qu'elle a fait ça, la machine, quand elle sera en run, elle va faire ça. Et après, on lui dit, par exemple, tu vas aller à l'état 3. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Juste après, la machine, son état initial va se transformer et ça sera 3. D'accord? Voilà. Donc, on a ainsi 6 numéros d'état maximum par algorithme pour les programmes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 6 maximum. Par contre, à partir du programme 11, c'est tout pareil. On a une machine à 3 symboles. Machine à 3 symboles. Sauf que ici, de 11 à 20, bien, on ne peut pas aller seulement que jusque 6, mais pour des algorithmes plus performants, on peut aller jusque 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc 3 symboles, mais 12 états. Vous voyez, après ça repasse à 3 symboles, 12 états maximum. Algorithme plus sophistiqué. Voilà. Jusque 20, c'est pareil. 3 symboles, 12 états max. Alors maintenant, attention. À partir de 21, regardez ce qui va se passer en haut. Il n'y a plus rien. Ah, comment ça se fait? De 21 à 30, on passe à une machine, non pas à 3, mais à 8 symboles. C'est-à-dire qu'on va avoir les 2 puissance 3 égale 8 combinaisons ici. Donc, enfin, je vais les compter, les combinaisons, même si ça c'est 0 en binaire. On peut dire que c'est 0, 0, 0. Hein. Combinaison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8 combinaisons. On peut avoir 0 ou 3 ou 1 ou 2 LED allumées par colonne. 8 combinaisons. Ça permet de faire des algorithmes soit plus simples ou soit plus sophistiqués. On va voir ça après. Je vais vous montrer un exemple. Alors, ça c'est bien, mais c'est pas tout. Parce que regardez le numéro d'état. Là, on peut carrément faire des programmes jusque 22 états. Alors, faire des algorithmes qui ont 22 états avec une machine à 8 symboles, c'est puissant quand même. Très puissant. Voilà. Alors, on va repartir d'un cas simple. Donc, je vais revenir à 29, 30. Et à partir là, on va reboucler sur 1. Tac. Voilà. Alors, petite précision. Moi, je n'ai pas un ruban de longueur infinie. J'ai 16 colonnes qui représentent 16 cases. Mais vous allez voir, c'est déjà largement bien. Je peux me déplacer de droite vers la gauche, voilà, et arriver à la case 16, hop, je reboucle sur la 1. En fait, c'est cyclique. Et dans l'autre sens, c'est pareil. C'est comme si, en gros, alors, c'est pas une longueur infinie, mais pour certains algorithmes, ça simule une longueur infinie parce qu'en fait, c'est cyclique. Hein. Voilà. Bien, alors, je vais vous montrer pour le programme ping-pong, et je vais vous montrer comme ça quelques animations lumineuses. Alors, je vais vous montrer, pas tout, je vais vous montrer quelques animations lumineuses. Et puis après, on va passer, je vais vous faire un exemple d'addition de 2 nombres binaires. Ensuite, soustraction de 2 nombres binaires.
Après, j'ai d'autres programmes, hein, j'ai des compteurs binaires, etc., etc. Et puis, après, je vous montrerai aussi un programme qui fait l'addition de deux nombres binaires, mais plus performant que le premier que je vous montrerai. Alors, c'est parti. Donc, je repasse au programme 1. Alors, il est déjà en mémoire. Donc, regardez bien comment ça se passe. Alors, c'est bien de commencer par des animations lumineuses, surtout avec des enfants, parce que au moins, ça captive les jeunes. Et comme ça, bah, au moins, ils disent, oh, c'est beau, ça clignote, etc. Comment ça marche? Bah, on peut leur dire que c'est comme un jeu de lumière programmable au départ. Même si, évidemment, on peut faire des choses très sophistiquées avec, vous allez voir par la suite. Mais malgré tout, au début, on peut le présenter de cette manière. Alors, on va dire, bah voilà, en fait, ce jeu de lumière-là, je l'ai programmé. Alors, je vais te montrer le programme. Tac, voilà. Ah, zut, bon, c'est pas grave. Je suis un peu trompé. Alors, en fait, que ce soit une machine de Turing ou un ordinateur, Python ou autre, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on met dans la machine? Et en fait, pour savoir ce qu'on met dans la machine, il faut déjà que nous-mêmes, on sache le faire. Bon, alors pas de problème. Ici, le programme est arrêté puisque le commutateur est sur prog. C'est comme si c'était le mode manuel et le run, c'est le mode automatique. Donc, je vais le faire en manuel. Bah, vous voyez, en manuel, il n'y a plus besoin de ça. En fait, c'est moi, je le fais moi-même tout seul. Alors, si vous demandez à quelqu'un de faire ça tout seul, en manuel, il va savoir le faire. Ça n'est pas compliqué, même un jeune enfant. Et donc, c'est tellement simple qu'on a l'impression qu'on ne réfléchit pas. Mais c'est faux, on réfléchit un petit peu quand même. Donc, imaginez que je dois dire maintenant, moi, à quelqu'un ce qu'il doit faire. Hein, mettons par téléphone, je lui donne des instructions pour qu'il fasse la même chose. Qu'est-ce que je vais lui dire? Bah, je vais lui dire, voilà, je suis ici, on démarre de là. Si c'est une colonne orange, ben, tu ne changes pas la couleur, tu laisses orange et tu vas à droite. Pareil, comme c'est orange, ben, tu laisses orange et tu vas à droite. Tu vas à droite. Ensuite, il faut bien que je lui dise ce qu'il doit faire là. Ben, je vais lui dire, si c'est une lettre verte, tu mets rouge et ensuite tu vas à gauche. Voilà. Ensuite, si c'est orange, ben, je lui ai déjà dit tout à l'heure ce qu'il faut faire quand c'est orange. Je lui ai dit de laisser orange et je lui ai dit d'aller à droite. Vous vous souvenez? Bah oui, mais là, ça va pas aller. Maintenant, il ne faut pas aller à droite, il faut aller à gauche. Il y a un petit souci là. Rappelez-vous, je me remets comme c'était au départ. On démarre ici, orange, on va à droite, orange, on va à droite, orange, on va à droite. Mais maintenant, orange, on va à gauche. Bah tiens, bah comment la machine elle va savoir si elle doit aller à droite ou à gauche? Alors pour éviter le conflit, et en fait ce qu'on fait, c'est qu'on utilise justement les états pour s'en sortir. Hein, pour sortir de cette situation de difficulté. En fait, ce qu'on va faire, alors il y a différentes façons de penser pour faire ça, différentes stratégies. Alors moi, ma stratégie a été la suivante. Je me suis dit, voilà, tout le temps où je vais aller à droite, à droite, à droite, à droite, je vais rester dans l'état numéro 1. Puis ensuite, quand je voudrais aller à gauche, je me placerai à l'état numéro 2. Je vous montrerai après comment on le code. Donc là, elle sera à l'état numéro 2, 2, 2, 2, 2, et ainsi de suite. Alors, en quoi c'est intéressant? Ben, c'est intéressant parce que au départ, on démarre toujours à l'état 1. C'est toujours comme ça. À l'état 1, on va lui dire, si tu es à l'état 1 et que tu vois orange, tu laisses orange et tu vas à droite. D'accord? Tandis que, après, une fois qu'on a fait ça et qu'on se met à l'état 2 et qu'on va à gauche, ben c'est plus pareil. On doit lui dire à l'état 2, ok, c'est orange, ok, tu laisses orange. Mais ce coup-ci, tu vas à gauche, parce que tu n'es pas à l'état 1, tu es à l'état 2. C'est différent. Et c'est ça qui nous permet de sortir de cette situation difficile. D'accord? Comprenez? Voilà. Donc on va reprendre ça doucement. Donc voilà, état 2, orange, tu vas à gauche. On voit le code ici, on le voit ici. Et tu restes à l'état 2. Pareil, la machine, elle va faire ça. Elle va arriver là, la machine, on va lui dire, si c'est vert, bah, tu mets rouge et tu vas à droite. On va vérifier si le code, il est bon. Hein. On va lui dire que si c'est vert, on met rouge et tu vas à droite. Alors, on va voir si c'est bien ce qui est codé ici. 2, si c'est vert, ah bah oui, vous voyez, c'est rouge et tu vas à droite. Alors, parfois, voilà, là, je me suis trompé, c'est pas le bon programme. Ah bah là, c'est pas bon non plus. Là, c'est bon. Bien. Bah, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le refaire carrément en entier le programme. Ça prend peu de temps, puis comme ça, vous allez voir les petites subtilités. Alors là, je vérifie. C'est bon. Alors, au programme 8, il n'y a rien. Donc, on va le refaire. Alors, on va lui dire comme ça. Je regarde en même temps. Ouais. Bien. Donc, orange. Alors, état 1, orange, tu laisses orange. Tu vas à droite. Voilà. Tu restes à l'état 1. Donc, la machine, on va essayer de le faire en même temps qu'elle. Voilà. Oh, ben, il me dit... Ah oui, il y a aussi une chose. Là, il y a un bouton, c'est Enter. Pour valider ça, pour le mettre dans la mémoire RAM, il faut appuyer sur Enter. Voilà, donc Enter. Sinon, bah, c'est pas mémorisé. Donc la machine, elle va exécuter ça, elle va faire ça, ça, ça.
On va lui dire si c'est vert, tu mets rouge, tu vas à gauche. Donc, si c'est 1 et que si tu as l'état 1 et que tu lis une lettre verte, tu mets rouge. Ensuite, tu vas à gauche. Donc, la machine, elle va faire ça quand elle sera en run. Paf, elle va aller à gauche. Et là, on va lui dire, tu vas à l'état 2. D'accord? Bien sûr, j'enregistre avec Enter. Enter. Donc, elle va faire ça. Et là, maintenant, elle est à l'état 2. Il faut lui dire ce qu'elle fait. Alors, elle voit une LED orange. Elle voit une LED orange. On lui dit, tu laisses orange. Et ce coup-ci, tu vas à gauche. Et tu restes à l'état 2. Parce que tu vas aller à gauche, 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 gauche. Tu restes à l'état 2 tout le temps. Enter. Donc, la machine, elle va faire ça. Elle va faire ça. Elle va faire ça. Et là, à l'état 2, on lui dit aussi ce qu'elle doit faire quand c'est du vert. Ben, on lui dit, bah, tu remplaces par du rouge. Elle va faire ça. Ensuite, tu vas à droite. Elle va faire ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu reboucles à l'état 1. Ici. Du coup, la machine, alors là, je fais Enter. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va faire ça. Et juste après, tac, elle va se retrouver à l'état 1. Et du coup, eh ben, elle va aller à droite, à droite, à droite. Et donc, c'est comme ça, c'est rebouclé. Mais on n'a pas vu toutes les situations. Donc, elle est à l'état 1, elle voit du orange, elle reste orange. Donc, ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Elle arrive ici en étant à l'état 1. Bon, bah, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, bah, si tu vois du rouge, bah, tu mets du vert. Comme ça, elle va faire ça. Ensuite, on lui dit d'aller à gauche, elle va faire ça. Et ensuite, on lui dit d'aller à l'état 2, c'est l'état où on va à gauche. Et on fait Enter. Donc, la machine, elle va faire ça. Bon, c'est fait. Ensuite, elle arrive ici, elle voit du orange. Alors, elle est à l'état 2, hein, bien sûr. Donc, la ligne de code, à l'état 2, si c'est du orange, on lui a déjà mis tout à l'heure. Vous voyez, c'est encore bon. Donc, elle le fait, elle le fait, elle le fait. Elle arrive ici, elle est à l'état 2, elle voit du rouge. Bah, on lui dit, si c'est du rouge, tu mets du vert, elle va faire ça. Ensuite, tu vas à droite, elle va faire ça. Et ensuite, tu reboucles à l'état 1, elle fait Enter. Voilà. Logiquement, c'est bon. Alors, on va le lancer, on va le tester. Ça fonctionne, on peut le faire aller très vite. Mais si ça marche pas bien, ben on peut le mettre au ralenti tout doucement. Il n'y a pas de bouton supplémentaire, il n'y a pas de mode pas à pas. Ça n'a pas été nécessaire parce qu'en fait, on peut le mettre au ralenti et voir ce qui se passe. On peut même filmer avec son smartphone et puis repasser au ralenti, faire des pauses, etc. Enfin bref, c'est suffisant, il y en a assez pour débugger. Voilà. Donc, vous avez vu le principe? Enfin, j'espère. Voilà. Alors maintenant, alors l'heure passe très très vite. Je vais vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire maintenant en calcul mathématique. Alors, je vais vous montrer l'adresse du site après, des algorithmes d'animation lumineuse et d'autres types d'algorithmes. Il y en a sur le site internet. Donc, vous allez voir, il y en a plein. Alors, maintenant, je vais vous montrer un algorithme d'addition de deux nombres binaires. Donc, c'est parti. Alors, je l'ai mis en 11. Donc, on va faire ça. En fait, ici, je vais mettre un nombre. Pardon, je vais mettre ça. Alors, je le mets, puis après, je vous explique. Voilà. Et voilà. Bien. Alors, en fait, ici, c'est un séparateur. Ça, en fait, c'est un nombre binaire. Avec ça, c'est 0, ça, c'est 1. Et ça, c'est... Alors, donc, du coup, ici, on va additionner 0, 0, 1, 1, ce qui fait 3 en décimale, qu'on va additionner avec 1, 0, 1, 0. Alors, ça fait 1, 2, ça fait 12. Bon. 1, 2, 4, 8. Attendez, je me trompe. Ça doit faire 10. 1, 2, 4, 8. 8 plus 2, ça fait 10. Bon. Donc, 10 plus 3. L'algorithme est déjà fait. Je ne vais pas vous présenter. Vous le trouverez sur le site par la suite. C'est trop long à expliquer. Bien. Alors, donc, c'est parti. Alors, regardez ce qui va se passer. C'est parti. En fait, dans cet algorithme, la stratégie, c'est de faire 3 allers-retours. Et ça s'arrête. En fait, ici, ça fait moins 1, moins 1, moins 1. Et quand c'est 0 partout, ça s'arrête. Ça va dans un état d'arrêt. L'algorithme s'arrête. Et tant mieux, c'est ce qu'il faut. Et puis ici, alors quand il fait moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1. Ce qui fait qu'ici, on incrémente 3 fois. Et si on regarde ce que ça fait alors, bien sûr, 1 plus 4 plus 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On avait 10 plus 3, ça fait 13. Oui, donc forcément, ça marche. Le problème, c'est que c'est bien 10 plus 3, bah oui, mais si on peut mettre des nombres plus grands. Hein. Mais si on fait, je sais pas moi, 10 plus un grand nombre, par exemple le 75, eh ben, il faudra attendre 75 allers-retours et ça, c'est très très long. On dit que le temps de calcul, enfin, plus précisément, ça s'appelle la complexité, est proportionnel au nombre de droites. Et ça, c'est pas bon. Voilà. Alors, je vois que l'heure passe très vite. Alors, tout ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais vous montrer la différence avec, ça c'est un algorithme avec une machine à 3 symboles.
Je vais vous montrer la différence maintenant avec un algorithme d'addition, mais avec une machine à 8 symboles. Donc pour ça, le programme est déjà fait. Il est en numéro 21. Voilà. Machine à 8 symboles. Alors ce que je vais faire, c'est que en fait, en haut ici, je vais mettre le nombre binaire sur 15 bits, bits de poids faible, bits de poids fort sur 15 bits ici. Nombre 1. A plus en binaire B, et j'aurai le résultat sur 16 bits ici. C égale A plus B. Alors c'est parti. Alors pour ça, je vais faire un petit exemple que j'ai l'habitude de mettre. Voilà. Bon, je ne vais pas en mettre trop parce que on va voir le principe, ça fonctionne de toute façon. Voilà. Bon allez, je vais démarrer plutôt d'ici, on va gagner du temps. Voilà. Je vais m'arranger pour qu'il y ait une retenue ici. Voilà. Et voilà. Donc je me mets d'ici. Alors je me mets au ralenti. Comme ça, on va avoir le temps de voir ce qui se passe. Donc en fait, on va faire 1 plus 0 égale 1. 0 plus 1, 1. 1 plus 1, 0 avec une retenue. Et ainsi de suite. Donc je le mets en marche. Tac. 1. Ici, ça doit faire 1 aussi. Ensuite, 1 plus 1, ça fait 0 et il y a une retenue. Alors en fait, chaque fois qu'il y a une retenue, on passe à l'état 2. L'état 2, c'est quand il y a une retenue. L'état 1, c'est quand il n'y a pas de retenue. Alors cet algorithme n'a que 2 états. Tandis que l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure, juste avant, il y avait 6 états. C'est un peu compliqué. Puisqu'ici, il n'y a que 2 états. C'est hyper simple. C'est beaucoup plus simple à programmer avec une telle machine à 8 symboles plutôt qu'une machine à 3 symboles. Voilà. Bon, bien sûr, on pourrait vérifier, ça donne le bon résultat. Alors après, on peut le mettre plus vite. Voilà. Voilà. Alors, il faut bien que ça s'arrête un moment. Alors, pour que ça s'arrête, dès que je vois une LED orange, moi, dans mon programme, je m'arrête. Alors, je vais dans un état d'arrêt. J'ai choisi le numéro max, 22. Voilà. Et comme ça s'arrête. Le programme s'arrête. Tant mieux, c'est ce qu'il faut. Alors, quelle est la différence par rapport au programme précédent, où il n'y avait que 3 symboles? Ici, en fait, le temps de calcul, quels que soient les 2 nombres que vous allez mettre ici, en fait, le temps de calcul, c'est 16 pas. Terminé. Quels que soient les nombres. Et ça peut être des nombres des très grands nombres. Donc là, ça représente, je sais pas, 28 000 et quelques, et ça va très très vite. Je vais même vous le refaire, mais en accéléré. Là, je mets la vitesse à fond. Voilà. Alors, c'est facile pour tout enlever, il suffit de faire ça. Ah, zut, je me suis trompé. Je remets. Hop, tac, 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 tac. Alors, attention, cette fois-ci, vitesse grand V. 3, 2, 1, tac, c'est parti. Hop, fini. Voilà. On a fait un algorithme d'addition de 2 nombres binaires sur 15 bits, résultat sur 16 bits. Temps de calcul très rapide. Et la machine ne se trompe pas. Donc, vous voyez, c'est performant. Et il y a, en plus, à part l'état d'arrêt, il n'y a que 2 états dans ce programme. Voilà. Temps de calcul constant, faible. Et si on veut faire un additionneur avec, si j'avais fait une machine avec plus de colonnes, ça aurait été le même algorithme. Ça n'aurait pas été beaucoup plus long. Donc, beaucoup plus performant que la machine précédente. D'accord? Alors, je fais une petite parenthèse tant qu'on est dans les calculs mathématiques. J'ai fait l'addition de 2 nombres binaires en 11. En 12, j'ai un programme aussi de soustraction de 2 nombres binaires. Alors, c'est le même principe. Cette fois-ci, on va faire A moins B. Et en fait, il y aura le nombre d'allers-retours suffisant. Et puis, sauf qu'ici, cette fois-ci, il va faire moins 1, 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 moins 1. Stop. Quand tu auras 0, il va s'arrêter. Donc, ça va faire par moins. Et puis, si on va au-delà, on peut même imaginer de coder des nombres signés, c'est-à-dire des nombres, par exemple, moins 5. Moins 5, c'est un nombre négatif. En binaire, on sait traduire les nombres négatifs. Alors, pour faire ça, on utilise une technique qui s'appelle le complément à 2. On fait un complément à 1, puis un complément à 2. C'est expliqué dans les vidéos que j'ai réalisées. Et puis, par exemple, alors, je vais vous faire un exemple comme ça. Voilà. Par exemple, imaginons un nombre sur 5 bits. 1, 2, 3, 4, 5. 0, 0, 1, 1, 0. Bon, ce nombre peut représenter, ce chiffre-là binaire peut représenter une valeur décimale toujours positive, ou, si on veut, positif ou négatif. Et quand on travaille en nombre signé, le bit de poids fort, le plus à gauche, quand il vaut 0, finalement, c'est un nombre positif, et quand il vaut 1, ça code un nombre négatif. Alors, je ne vais pas aller au-delà. Tout simplement, ce que je veux que vous sachiez, c'est que les algorithmes d'addition et de soustraction qui sont là-dedans fonctionnent aussi, quel que soit le signe des 2 nombres. On peut même faire moins 7 plus moins 3. On obtiendra moins 10. Pareil pour la soustraction. Ça marche
En fait, c'est des algorithmes qui font l'addition et la soustraction de deux nombres binaires signés, positif, négatif, quelle que soit la combinaison, le résultat est le bon. Et ça, c'est quand même performant. Voilà. Donc, je suis assez épaté, moi, personnellement, de ce qu'on peut faire avec ça. Alors, je regarde l'heure en même temps, je fais attention, il est 19h10. Alors, j'ai envie de vous montrer des petites choses supplémentaires. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, je vous ai mis, tac, tac, je crois que c'est ici. Alors, pour aller plus vite, petite astuce, je fais ça, je reviens à 30, comme ça dépasse tout, hop, et voilà. 6, 7. Dans le programme numéro 7, j'ai mis un compteur binaire. Tac, 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 tac. C'est pas grave. Tac, 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 tac. Alors, c'est parti. Tout est à 0. Paf. Alors, hop. Bon, vous avez compris, en fait, ça compte en binaire. Alors, ça, c'est un compteur binaire. Alors, il n'y a que 3 états dans le programme. Je vais mettre au ralenti. Si vous regardez le numéro ici, il n'y a que les états 1, 2 et 3. Terminé. Et vous avez un compteur binaire. C'est quand même incroyable. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué dans un compteur binaire, mais cette LED ici, ça clignote vite. Ici, ça clignote aussi, mais 2 fois moins vite qu'à côté. Puis là, encore 2 fois moins vite et 2 fois moins vite et ainsi de suite. Ici, plus vous allez à gauche et plus ça clignote lentement. En fait, à chaque fois, la fréquence est divisée par 2. Voilà. Donc, un compteur binaire en électronique, ça sert pour faire de la synthèse de fréquence, en fait. Bon, c'est juste une petite parenthèse. C'est une des applications des compteurs binaires. Et on peut le faire uniquement avec. Alors, on peut faire un compteur, on peut faire aussi, en modifiant légèrement le code, on peut faire aussi un décompteur. Voilà, on met une valeur initiale et ça décompte jusqu'à 0. C'est pas beaucoup plus compliqué. D'accord? Voilà. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je le mets en route, je suis sur mon vélo d'appartement. Donc, comme ça, en même temps, je me concentre là-dessus. Du coup, j'oublie que je suis en train de pédaler. Et puis, je me dis, bon, allez, je vais arrêter de pédaler quand, je me fixe un objectif, c'est d'atteindre la LED rouge ici. Et quand la LED rouge ici s'allume, ça y est, c'est bon, j'atteins mon objectif. C'est marrant, mais ça m'aide à faire des temps de pédalage sur mon vélo d'appartement plus long, quoi. Voilà. Bon, j'espère que ça vous plaît. Vous voyez, c'est pas mal. Hein. Simplement, avec un principe de fonctionnement tout simple, on peut faire des choses formidables, quoi. Voilà. Alors, je vous montre juste un petit panel d'animation lumineuse sympa qu'on peut faire. On a un petit peu de temps, donc j'en profite. Voilà. Alors, hop. Alors, j'ai un site internet, j'ai une page Facebook, un compte Twitter, maintenant c'est comme ça. Hein. Donc, dans le site internet, vous allez retrouver les programmes des algorithmes. Alors, ça va ressembler à ça, je vous montre. Tac, tac. Voilà. Donc, ça, vous pouvez le télécharger, c'est en PDF sur mon site internet. D'accord? Voilà. Alors, j'ai fait en 2 versions. J'ai fait en version couleur et noir et blanc. C'est pareil, c'est pour faire des photocopies. Hein. Bien, alors, je vous montrer un autre exemple d'animation lumineuse. Alors, ça, c'est comme si vous pouvez dire à un gamin, bon, maintenant, on va changer de jeu de lumière. Alors, c'est pas la peine de changer de machine. Hein. Non, on va pas racheter de machine. On va le coder notre nouveau jeu de lumière. C'est parti. Hop là, oh là. Alors ça me fait penser à des gens qui lèvent les bras, puis qu'après qui baissent leurs bras. Donc, je l'ai appelé Hall. Voilà, d'accord. Donc là, pareil, alors il n'y a que 3 états pour faire cet algorithme. C'est sympa. Voilà. Alors, il y en a plusieurs comme ça, des animations lumineuses. Sur le site, il y a, comment je peux dire, certes, il y a ces animations lumineuses-là, mais après, avec la machine hop, j'arrête, à 8 symboles, je ne l'ai pas encore mis sur mon site, mais si vous allez sur ma page Facebook ou sur mes vidéos YouTube, vous allez voir, j'ai prévu des animations lumineuses avec des machines, avec la machine à 8 symboles, mais alors ces animations lumineuses, là, c'est formidable. C'est encore beaucoup mieux que ça. Et en plus, c'est facile à coder. Hein. Voilà. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. On pourrait aller très loin. Alors, comme j'ai un petit peu de temps, je vais en profiter parce que tout à l'heure, je vous ai dit, Turing, quelqu'un d'extrêmement intelligent, il a commencé par ça, machine de Turing. Très bien. Oui, mais le problème, c'est que en fait, en sciences informatiques, on va dire que il n'y avait pas ces numéros de programme là avant. Non. On va dire c'est comme si on achète une machine. Il n'y a pas ça. Il y a un algorithme dans la machine. Voilà, il y a une machine de Turing qui fait ping-pong. Puis si on veut une machine de Turing qui fait hola, il faut racheter une machine de Turing, quoi. En fait, ça fait 2 machines. Puis si on veut un autre algorithme, il faut une 3e machine. Et à chaque algorithme, il y a une machine de Turing. Voilà. C'est comme si la machine, elle fait une fonction.
F1, une fonction F2, une fonction F3. Ça, c'est embêtant. Turing, lui, il voyait plus loin que ça. Il s'est dit, bah tiens, on va faire autrement. En fait, ici, ça s'appelle le ruban avec les cases. C'est là-dedans qu'il y a la donnée qui sera, c'est comme f de x. F, c'est le programme et x, c'est la donnée. Et on obtient à la fin un résultat y quand ça s'arrête, y égale f de x. Bon. Turing s'est dit, bah oui, mais plutôt que de mettre tout ça, bien, ce qu'on va faire, c'est que, alors, je l'ai mis comme ça, hop, je remets tout, bon, attendez, on va aller plus vite, tac, tac, ouais. Et bah, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ces cases qui sont là, ça sera pas des données. Ça sera du programme. Voilà, en fait, ça, on va dire que c'est un programme, quoi, hein, voilà, voilà. Bon, c'est pour simplifier, bien sûr, mais on va dire qu'il y a des cases de ruban qui servent à coder un programme. Et la machine, elle est construite de telle façon qu'elle sait interpréter ça comme un programme. Et puis un petit peu plus loin, il y a une autre zone du ruban prévue pour mettre la donnée. Là où les données, hein, ça peut en avoir 2, 3, 4, on s'en fiche. Hein. Voilà. Donc une zone pour le programme et une zone pour la donnée ou les données, s'il y en a plusieurs. Et puis après, ben, on met la tête ici, on met en marche. Alors, il n'y a pas ça. Hein. En fait, la machine, elle a besoin que de ça. C'est tout. Elle va lire le programme ici, elle va agir sur les données ici, elle va retourner dans le programme pour voir ce qu'elle doit faire après, elle doit revenir ici. Et maintenant, je peux mettre le programme pour ping-pong, elle va faire ping-pong. Puis après, je change le programme, hop, je retourne ici, je mets un stop, voilà, je change le programme, puis tac, admettons, ça c'est le programme pour Ola. Hop, je remets en on, et ce coup-ci, elle va faire le programme pour Ola. Il n'y a pas besoin de racheter une autre machine. Vous voyez? En fait, le programme, il est codé là-dedans. C'est-à-dire que le ruban, c'est la zone mémoire, en fait, c'est comme ça dans un ordinateur. Il y a des cases qui servent à mettre l'algorithme. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça s'appelle ça? On peut faire tous les algorithmes avec ce principe-là. Et du coup, on obtient une machine Turing universelle. Et ben, en fait, ça, c'est le principe des ordinateurs. Un ordinateur, il y a une mémoire. Et puis, dans la mémoire, il y a une zone pour le ou les programmes, bien sûr. Et puis, une zone pour là ou les données. Voilà. C'est le principe. Et tout est parti de là, en fait. Hein. C'est juste énorme. Hein. Bon, après, ça, bien sûr, il y a eu des évolutions techniques hein, qui seront évoquées dans la revue hein, en juillet, où j'explique. Sur YouTube, je vais expliquer. Là, bientôt, il y aura une vidéo. Et puis aussi dans la revue programmée du mois de juillet, je crois, eh bien, il y a un article sur la machine de Turing où je développe et j'explique comment on est passé de cette simple machine-là aux ordinateurs actuels. Donc, il y a eu différentes améliorations, différentes mutations technologiques progressives. Hein, et puis donc, elles sont expliquées. Vous pourrez les découvrir dans cet article-là. Hein. Mais vraiment, c'est ça, c'est la base vraiment des ordinateurs. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour, donc je crois qu'on va passer aux questions, si vous le voulez. J'espère que ça vous a plu. Allez, je vais remettre ping-pong. Voilà. Bon, j'ai peut-être été un peu vite. Hein. Ah, voilà. Mais, non, très bien. Très bien. Bah, en tout cas, ça a été une bonne présentation. En fait, ce qui est parfois dur effectivement à comprendre, c'est que comme c'est pas un ordinateur comme on l'a aujourd'hui, effectivement, on a du mal à comprendre comme ça comment fonctionne le panneau de LED. Est-ce que c'est des réticences que vous voyez souvent quand vous faites les démos ou ça passe tout naturellement? Non, bon là je vais un peu vite, mais bon après je m'adapte tout public. Mais en fait non, ça passe très bien. Même je l'ai présenté, à l'époque c'était un prototype. Il n'y avait pas encore le Covid. Maintenant, c'est compliqué pour voir les élèves. Hein. C'est impossible en ce moment. Mais quand j'avais mon prototype, je l'ai présenté à des collégiens. Ben, j'ai pris le temps. C'était une séance de 25 minutes. Hein. Ben, ils ont compris. Et ils ont même réussi à faire un petit programme d'animation lumineuse simple. Ils ont réussi à le coder par eux-mêmes. Donc, c'est pas si compliqué en fait. Hein. D'accord. Alors, je voulais dire un truc. Là. Oui, alors, justement, je vais faire une vidéo bientôt qui dit, en fait, il y a les axiomes de la programmation, parce que ben oui, mais ça c'est bien, mais nous à l'école, nous on n'apprend pas ça, nous on apprend Python. Pas pareil. Ah oui, d'accord, c'est pas pareil, mais il y a quand même des points de convergence. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on se dit là? Dans notre cerveau, on se dit, bon, il y a des numéros, alors les numéros ici, ça peut être un peu le déroulement du programme, hein, ligne 1, ligne 2, ligne 3, bon, on peut basculer plus loin, il y a des sauts. Bon. Mais malgré tout, c'est comme si on se dit, le if, then, else, je l'ai. Regardez, if, vert, zen, rouge, puis à droite, puis numéro un tel. Vous voyez?
il y a 3 actions liées au if c'est vert, alors je fais 3 actions. La couleur, la direction et le numéro futur. Voilà. Après, donc ça c'est le if. If couleur vert, then je mets du rouge. Autrement dit, j'écrase la valeur de la colonne. Else, if rouge, then orange. Donc j'ai le if, then, else, then, machin. J'ai ça. Et il y a une vidéo dans laquelle j'explique qu'il y a comme ça, il n'y a pas que ça. Il y a des actions, les actions non conditionnelles et les actions conditionnelles qu'on fait avec ça. Alors, certes, c'est pas comme une ligne de code Python, mais malgré tout, c'est le même axiome de réflexion dans notre cerveau. Vous voyez, il y a toujours, ah, si y a telle condition, on fait ça, sinon on fait ça, vous voyez. Il y a comme ça des axiomes qui sont, alors bien sûr, c'est pas du Python, hein. On peut pas faire les fonctions, on peut pas faire quelque chose comme ça, mais malgré tout, voilà. Bon, après, c'est aussi pour découvrir le concept, hein. C'est historique, c'est bien de connaître, quoi. Voilà. Et après, il y a des algorithmes très puissants, hein. Voilà, là, je vous montre pas tout, mais on peut faire des trucs incroyables, hein. Très, très bien. En fait, je rappelle aussi que les premiers ordinateurs, micro-ordinateurs, entre guillemets, grand public, même si c'est vraiment pour des hobbyistes, bon, à l'époque, donc c'est le Camelback ou l'Altair, hein, ils avaient exactement le même type de système de LED, de panneaux de LED. Oui. Voilà, parce qu'on n'avait pas d'écran, on n'avait pas de vrai clavier à l'époque. Non. Et donc, en fait, on maintenait les commutateurs pour pouvoir faire fonctionner et charger les programmes qui n'étaient pas sur disquette, mais qui étaient dans des rubans qu'on chargeait avec un lecteur de télétype. Donc, voilà. Donc, et c'était vraiment du pur binaire. Bon, un petit peu comme ici, en fait. C'est ça, oui. Donc, c'est toujours intéressant. Alors, on a quelques minutes pour des questions. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Alors, comme précisé effectivement Thierry, dans le numéro d'été de programmer, donc qui sort début juillet, effectivement, il va y avoir un article qui va représenter un petit peu tout ça. C'est ça. On ira un peu plus loin. Et bon, on attend de le lire tranquillement. Voilà. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le montrer, là, le PowerPoint. Alors, bon, je vous montre vite fait. Hein. Alors, j'ai le site internet, machine-2-turing.fr. Voilà. Dans la page algorithmes, vous allez retrouver les algorithmes. Alors, il y a les vidéos et les PDF des codes. Voilà. Ensuite, j'ai une page Facebook et Twitter. Alors là, c'est @machine2turing tout collé. Et puis, très important, là, ça commence. Là, j'ai déjà mis 5 vidéos. Alors, je fais une série de 10 vidéos qui expliquent plein de choses. Je vais même faire les fonctions booléennes, les portes et, les portes NAND, etc. Logique combinatoire et ensuite une vidéo sur la logique séquentielle. Bascule RS, bascule JCOB, bascule D. Vous voyez? Donc ça, c'est dans les registres, il y a des bascules, dans les registres des microprocesseurs, il y a des bascules D, par exemple. Il y aura une vidéo sur les bascules. C'est-à-dire qu'avec une machine comme ça, on peut même simuler les bascules RS, les bascules JCOB, les bascules D. Vous voyez? Voilà. Donc, alors ça s'appelle, faut faire attention sinon on ne trouve pas, c'est YouTube, c'est machine de Turing pédagogique. Et là, les vidéos, c'est 25-30 minutes, mais j'explique à un large public, quoi, tranquillement. Très bien, merci. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. On a encore quelques minutes. Alors, je rebondis. Bon, effectivement, Turing, c'est le plus connu, mais en Allemagne, on en a un autre, hein, c'est Konrad Zuse, qui est aussi un des fondateurs de l'informatique moderne parce que il avait construit la première machine, ce qu'on peut considérer comme ordinateur, avec les premières mémoires dynamiques et donc effaçables, et avec les premières notions de programmation dites modernes, et notamment avec l'introduction de boucles dans les lignes de commande. Et ça, c'était effectivement assez impressionnant. Alors, même si sa machine n'a jamais été complétée à cause de la guerre, mais en tout cas, effectivement, Zuse a été vraiment un des pionniers de cette informatique. À propos des boucles, voilà. On peut faire les boucles avec aussi. Hein. Oui, tout à fait. Alors, je rappelle aussi que la bombe, c'est pas anglais d'origine, en fait, mais la bombe vient de Pologne ou de Tchécoslovaquie, je ne sais jamais. Mais effectivement, parce que en fait, les premières bombes ont été construites dans les années 30. Mais comme ils avaient un problème de ressources, en fait, les Anglais vont reprendre le concept et redévelopper un petit peu ces concepts. Et notamment avec le successeur de la bomba, en fait, c'est le vrai nom, et ce sera le Colossus, notamment.
qui va effectivement être des premiers ordinateurs à être mis en production pour casser le code des ennemis. Voilà. Ouais. Alors, si je peux faire une petite parenthèse, il y a une confusion, je préfère le dire tout de suite. Oui. Quand les gens entendent machine de Turing, ça peut être soit ce que je viens de vous présenter là, le concept de machine de Turing, voilà, ancêtre de l'ordinateur, mais aussi parce qu'il y a même une pièce de théâtre qui s'appelle La machine de Turing, où là on ne parle pas de ça, on parle de la machine décodage Enigma, Oui. ce qu'on appelle bombe, Oui. ce qui a fait l'objet du film Imitation Game. C'est Oui. pas la même chose. Donc il y a une ambiguïté. Oui, tout à fait. Après, effectivement, bon, Enigma, ça a été quand même effectivement une des premières machines les plus complexes à être produites. Voilà, mais bon, effectivement, on ne va pas revenir sur l'histoire du déchiffrement de cette machine-là, mais c'est aussi un petit peu du hasard aussi, parce que les Alliés avaient retrouvé une machine Enigma dans un U-boat intact, parce que le capitaine n'avait pas eu le temps de la détruire. Donc voilà, et puis bon, ils se sont aperçus que c'est un petit peu plus complexe que prévu. Il y a des milliards de ouais. Et puis en plus, ça changeait chaque semaine ou tous les mois, je ne sais plus. Et donc, mais ils recevaient en fait un câble où il disait comment positionner les loquets internes. Et selon la position des engrenages, en fait, on changeait le type de code. Mais ça, c'est assez intéressant. Alors, on a encore quelques minutes, donc n'hésitez pas à nous poser quelques questions, enfin surtout à Thierry, parce que c'est pas moi qui vais y répondre. Alors, en attendant, je vous rappelle les dates de nos prochains événements. Donc jeudi prochain, donc dans 2 jours, à partir de 11h, donc on va parler d'SQL distribué avec MariaDB. Le 24 juin, toujours à 11h, la sécurité du code, dans le code. Donc très très bon meet-up qui promet beaucoup, et nos 2 meet-up dans la vraie vie avec 2 vraies salles encore une fois. Donc le 25 juin à la société InVivo, Tour Franklin à la Défense à partir de 18h30, et le 29 juin à WeWorks rue de Lafayette à Paris avec 2 sessions meet-up à partir de 17h. Donc tous les détails sur meetup.com et sur programmer.com. Voilà. En tout cas, Thierry, un très très grand merci. Donc, j'ai mis sur le chat l'adresse du site web pour tous les détails de votre machine, et votre article apparaît dans Programmer numéro 247, donc numéro d'été, qui sortira dans les premiers jours de juillet. Voilà. Écoutez, n'oubliez pas, très important, cette fameuse chaîne YouTube Machine de Turing, n'oubliez pas, pédagogique. Parce que des chaînes YouTube Machine de Turing, il y en a plein. Très bonne précision. En tout cas, un grand merci à tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Le replay de cette session sera disponible sur la chaîne YouTube dans quelques minutes. Donc, n'hésitez pas à partager et à revoir ce meet-up. Un grand merci à Thierry, et un grand merci à toutes les développeuses et développeurs qui nous ont suivis. Et nous vous souhaitons une bonne soirée et à très bientôt sur Programmer. Merci à tout le monde et au revoir. Au revoir.